La plupart des gens passent leur vie à accumuler des biens matériels. Travailler, gagner plus, acheter une maison plus grande, une voiture plus récente, multiplier les possessions est souvent perçu comme un signe de réussite et de sécurité. Pour beaucoup, la richesse se mesure à ce que l'on possède, propriété, objets, compte bien remplis. Cette logique d'accumulation est profondément ancrée, encouragée par la société et considérée comme le chemin naturel vers une vie confortable. Cependant, à l'approche de la retraite, cette définition de la richesse mérite d'être remise en question. La retraite marque un changement majeur, les revenus diminuent ou se stabilisent, tandis que le temps libre augmente. Dans ce nouveau contexte, continuer à accumuler n'est plus nécessairement la meilleure stratégie. Au contraire, la démarche la plus intelligente consiste souvent à faire l'inverse, vendre, simplifier et alléger sa vie matérielle. Ce changement de perspective peut sembler contre-intuitif, mais il est essentiel pour aborder cette nouvelle étape avec sérénité. L'objectif n'est pas de se priver ou de renoncer au confort, mais de voyager plus léger, au sens propre comme au sens figuré. Moins de biens signifie moins de charges fixes, moins de responsabilités et moins de soucis quotidiens. En réduisant les dépenses liées à l'entretien, aux assurances et à la gestion de biens inutiles, on libère à la fois du capital et de l'énergie. Cette liberté financière et mentale permet de se concentrer sur ce qui compte réellement: le temps, la santé et les relations. Le principe central d'une retraite réussie repose sur la simplicité. Les retraités les plus heureux ne sont pas ceux qui possèdent le plus, mais ceux qui ont su réduire leurs contraintes matérielles. Ils ne sont pas prisonniers d'objets, de propriétés ou d'obligations coûteuses qui exigent une attention constante. Leur quotidien est plus fluide, plus souple et moins stressant. Moins de biens signifie moins d'entretien à gérer, moins de dépenses imprévues et moins de pression financière. Chaque possession en moins représente une charge en moins, moins de factures, moins de réparations, moins de décisions à prendre. Cette simplification allège considérablement l'esprit et permet de profiter pleinement de la retraite sans être constamment préoccupé par des problèmes matériels. La retraite devrait être une période de liberté et de flexibilité. Elle doit offrir la possibilité de choisir comment utiliser son temps, où vivre et comment voyager, sans être limité par des engagements financiers lourds. En adoptant une approche plus simple et plus intentionnelle, la richesse ne se mesure plus en possession, mais en qualité de vie, en tranquillité d'esprit et en capacité à profiter pleinement de chaque jour. La grande maison, réduire la taille. La grande maison familiale, autrefois indispensable, peut devenir avec le temps un poids financier important. Pendant les années de vie active, elle répondait à des besoins réels: accueillir les enfants, offrir de l'espace, soutenir un quotidien rythmé par le travail et la famille. Mais à l'approche de la retraite, ces besoins évoluent. Les enfants ont quitté le foyer, certaines pièces ne sont plus utilisées et l'espace devient disproportionné par rapport à l'usage réel. Ce qui était un symbole de stabilité et de réussite peut alors se transformer en source de contraintes. Le premier problème d'une grande maison est son coût. Même lorsqu'elle est entièrement payée, elle reste chère à conserver. Les impôts fonciers, l'entretien régulier, les réparations, les assurances et les dépenses énergétiques représentent des charges élevées et récurrentes. Toiture, chauffage, jardin, façade, installation vieillissante, chaque élément exige du temps et de l'argent. Ces dépenses peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, un montant difficile à absorber lorsque les revenus diminuent à la retraite. Au-delà de l'aspect financier, la grande maison implique aussi une charge mentale et physique. Gérer l'entretien, organiser les travaux, surveiller les réparations devient plus lourd avec l'âge. Ce temps et cette énergie consacrés à la maison sont autant de ressources qui ne sont pas investies dans les loisirs, les voyages ou les relations personnelles. La maison, au lieu de servir le mode de vie, finit parfois par le contraindre. Vendre la grande maison et réduire la taille de son logement permet d'abord de libérer du capital. La différence entre le prix de vente et l'achat d'un logement plus petit peut représenter une somme importante. Ce capital, autrefois immobilisé dans la pierre, devient disponible et peut être investi de manière plus productive. Il peut générer des revenus réguliers, renforcer la sécurité financière et offrir une plus grande marge de manœuvre face aux imprévus. Réduire la taille de son logement permet également de diminuer fortement les dépenses courantes. Un logement plus petit signifie des factures d'énergie plus basses, des assurances moins coûteuses et des frais d'entretien réduits. Cette baisse des charges améliore immédiatement le budget mensuel et allège la pression financière sur le long terme. Enfin,
le capital libéré peut servir à générer un revenu complémentaire. Investi de manière prudente, il peut produire des intérêts ou des dividendes qui viennent compléter la pension de retraite. Ainsi, le logement cesse d'être un simple lieu de vie coûteux pour devenir un levier de confort et de liberté financière. Réduire la taille de sa maison n'est donc pas un renoncement, mais une stratégie réfléchie pour vivre une retraite plus sereine, plus simple et mieux adaptée à ses besoins réels. Les voitures en trop, à l'approche de la retraite, les habitudes de déplacement changent profondément. Les trajets quotidiens liés au travail disparaissent, les kilomètres parcourus diminuent, et les besoins en mobilité deviennent plus simples et plus occasionnels. Pourtant, de nombreux retraités conservent plusieurs véhicules, hérités d'un mode de vie qui n'est plus le leur. Ce décalage entre usage réel et possession crée des dépenses inutiles qui pèsent sur le budget et compliquent la gestion quotidienne. Chaque voiture, même peu utilisée et entièrement payée, représente un coût permanent. Assurance, entretien, réparation, contrôle technique, taxes, stationnement et carburant s'additionnent année après année. À cela s'ajoute la dépréciation, souvent sous-estimée. Un véhicule perd de la valeur avec le temps, même s'il reste au garage. Ainsi, une voiture inutilisée ne conserve pas sa valeur, elle en détruit lentement. Multiplier les véhicules revient donc à accepter une érosion silencieuse de son patrimoine. En retraite, ces coûts prennent une importance particulière. Les revenus sont généralement plus limités et doivent être gérés avec davantage de prudence. Dépenser plusieurs milliers d'euros par an pour des voitures peu utilisées réduit la capacité à financer des loisirs, des voyages ou simplement à préserver un sentiment de sécurité financière. De plus, gérer plusieurs véhicules demande du temps et de l'attention, rendez-vous d'entretien, assurance à renouveler, pannes imprévues. Ces contraintes vont à l'encontre de l'objectif même de la retraite, qui est de simplifier la vie. La recommandation est donc claire, conserver une ou deux voitures au maximum, selon la situation du couple et les besoins réels de déplacement. Une voiture fiable, confortable et économique suffit largement pour la majorité des usages, courses, rendez-vous médicaux, visites familiales ou escapades occasionnelles. Dans certains cas, une seconde voiture peut se justifier si les deux personnes se déplacent régulièrement de manière indépendante, mais au-delà, les véhicules supplémentaires deviennent superflus. Vendre les voitures en trop permet de dégager immédiatement des liquidités. Selon les modèles et leur état, cela peut représenter une somme significative. Cet argent, au lieu de dormir dans un garage, peut être investi de manière plus intelligente. Placé dans des supports adaptés à la retraite, il peut générer des revenus complémentaires ou renforcer l'épargne de précaution. En parallèle, les économies réalisées sur les assurances et l'entretien améliorent le budget annuel de façon durable. Réduire le nombre de voitures n'est pas une perte de confort, mais un ajustement logique à un nouveau mode de vie. C'est un choix pragmatique qui transforme des biens coûteux et sous-utilisés en ressources financières utiles, tout en apportant plus de simplicité et de tranquillité au quotidien. 3. La résidence secondaire. La résidence secondaire est souvent associée au plaisir, aux souvenirs et à l'idée de liberté. Maison à la campagne, appartement à la mer ou chalet à la montagne, elle représente pour beaucoup un refuge et un lieu chargé d'émotions. Pourtant, à l'heure de la retraite, il est essentiel de s'interroger sur son usage réel et sur son impact financier. Dans la majorité des cas, cette résidence n'est occupée que quelques semaines par an, parfois moins, tandis qu'elle génère des coûts toute l'année. L'utilisation limitée est le premier élément à prendre en compte. Même lorsque l'attachement est fort, le temps réellement passé dans la résidence secondaire reste restreint. Entre les contraintes de santé, les obligations familiales et l'envie de découvrir de nouveaux endroits, les séjours peuvent se raréfier. La maison reste alors vide la majeure partie de l'année, sans pour autant cesser de coûter de l'argent. Les coûts associés à une résidence secondaire sont souvent sous-estimés. Impôts fonciers, assurances, charges de copropriété, entretien courant, réparation, frais de déplacement, et parfois gestion à distance s'accumulent rapidement. À cela s'ajoutent les dépenses énergétiques et les imprévus, d'autant plus fréquents lorsque le logement reste inoccupé longtemps. Pour un usage occasionnel, la facture annuelle peut devenir disproportionnée par rapport au plaisir réellement obtenu. Un autre point essentiel est le capital immobilisé. La résidence secondaire représente souvent une somme importante, bloquée dans un actif qui ne génère aucun revenu. Cet argent ne travaille pas, n'apporte pas de flux financier, et reste exposé aux aléas du marché immobilier et aux frais permanents. À la retraite, où le revenu régulier est une priorité,
Cette immobilisation peut constituer un frein à la sécurité financière. Vendre la résidence secondaire permet d'abord de retrouver des liquidités. Le capital récupéré peut être investi dans des supports plus adaptés à la retraite, capables de produire un revenu complémentaire stable. Ces revenus peuvent ensuite financer des séjours, des locations de vacances ou d'autres projets, sans les contraintes de propriété. Ainsi, au lieu de payer toute l'année pour quelques semaines d'usage, on ne paie que lorsque l'on voyage réellement. La vente offre également une liberté bien plus grande dans le choix des destinations. Ne plus être attaché à un seul lieu permet de varier les expériences, une année à la mer, une autre à la montagne, ou même à l'étranger. Cette flexibilité correspond mieux à l'esprit de la retraite, qui est de profiter du temps et de la liberté retrouvée. Se séparer d'une résidence secondaire n'est donc pas une perte, mais souvent un moyen d'augmenter à la fois la liberté, la liquidité et la qualité de vie. 4. Les actions détenues pour des raisons émotionnelles. De nombreux investisseurs conservent certaines actions, non pas pour des raisons rationnelles, mais par attachement émotionnel. Il peut s'agir d'actions héritées d'un parent, de titres de l'entreprise dans laquelle ils ont travaillé pendant de nombreuses années, ou encore d'une action achetée à un moment marquant de leur vie. Ces liens affectifs sont compréhensibles, mais à l'approche de la retraite, ils peuvent devenir un danger réel pour l'équilibre financier. Le principal risque lié à ces actions est la concentration excessive du portefeuille. Lorsqu'une part importante de l'épargne est investie dans une seule entreprise ou un nombre très limité de titres, le risque augmente considérablement. Une mauvaise décision de gestion, un changement technologique, une crise sectorielle ou économique peut entraîner une forte baisse de valeur. En période d'activité, ce risque peut être absorbé avec le temps. En retraite, en revanche, les marges de récupération sont beaucoup plus faibles. La loyauté envers une entreprise ou l'attachement sentimental à une action ne constituent pas une stratégie d'investissement. Les marchés financiers ne récompensent ni la fidélité ni la nostalgie. Ils réagissent à des résultats, à des perspectives et à des risques. Continuer à détenir un titre uniquement parce qu'il a toujours été là revient à ignorer ses réalités économiques. Cette approche peut mettre en péril des années d'épargne et compromettre la stabilité financière recherchée à la retraite. Avant la retraite, il est donc essentiel de revoir son portefeuille avec objectivité. Diversifier est une étape clé. Répartir son capital sur plusieurs secteurs, entreprises et classes d'actifs, permet de réduire l'impact négatif de la baisse d'un seul titre. La diversification ne supprime pas le risque, mais elle le rend plus gérable et plus compatible avec une période de vie où la sécurité prime sur la performance. Réduire le risque signifie également ajuster sa stratégie d'investissement à ses besoins futurs. À la retraite, l'objectif principal n'est plus de maximiser les gains, mais de préserver le capital et d'assurer un revenu régulier. Vendre une partie ou la totalité des actions trop concentrées permet de rééquilibrer le portefeuille vers des placements plus stables, mieux adaptés à cette phase de vie. Enfin, sécuriser les revenus devient prioritaire. Les investissements doivent être capables de fournir des flux financiers prévisibles afin de compléter les pensions et de couvrir les dépenses courantes. En transformant des positions risquées et émotionnelles en placements diversifiés et plus prudents, l'investisseur gagne en sérénité. Se détacher émotionnellement de certaines actions n'est pas un renoncement, mais un choix responsable pour protéger son avenir financier et profiter pleinement de la retraite. 5. L'entreprise personnelle. Diriger une entreprise est une aventure exigeante, souvent construite au prix de nombreux sacrifices. Pendant des années, le chef d'entreprise consacre du temps, de l'énergie et une grande partie de sa vie personnelle au développement de son activité. Cette implication constante peut être stimulante durant la vie active, mais elle devient de plus en plus lourde à l'approche de la retraite. Gérer une entreprise reste une responsabilité stressante et chronophage, incompatible avec l'idée d'un rythme de vie plus calme et plus libre. Beaucoup de propriétaires d'entreprises retardent la vente ou la transmission par attachement émotionnel. L'entreprise est perçue comme une extension de soi, une identité, voire un héritage. Cette dimension affective est compréhensible, mais elle peut conduire à des décisions financières défavorables. En repoussant le moment de vendre, certains dirigeants continuent à travailler malgré la fatigue, la baisse de motivation ou des problèmes de santé, ce qui peut fragiliser l'entreprise et diminuer sa valeur. L'un des points clés est le timing. Vendre une entreprise au bon moment est essentiel pour en tirer le meilleur prix. Une société rentable, bien structurée et dirigée par un propriétaire encore impliqué attire davantage d'acheteurs et se valorise mieux. À l'inverse, attendre trop longtemps, jusqu'à ce que l'énergie ou la santé décline,
réduit les options et oblige parfois à vendre dans l'urgence, souvent à des conditions moins favorables. Anticiper permet de préparer l'entreprise, d'améliorer ses processus et de sécuriser sa valeur. Lorsque la vente immédiate n'est pas souhaitée, préparer une succession est une alternative stratégique. Mettre en place une équipe de direction, former un repreneur interne ou organiser une transmission progressive permet aux propriétaires de se retirer partiellement tout en conservant un revenu. Cette transition réduit la dépendance de l'entreprise à une seule personne et la rend plus attractive et plus stable à long terme. L'objectif final est de transformer l'entreprise en source de revenus passifs. Qu'il s'agisse du produit de la vente ou de revenus issus d'une transmission progressive, le capital généré peut être investi de manière plus adaptée à la retraite. Il devient alors un moyen de financer le quotidien, sans exiger une présence constante ni une charge mentale permanente. Se détacher de son entreprise n'est pas un échec, mais l'aboutissement d'un parcours entrepreneurial. C'est reconnaître que la retraite doit être un temps de liberté, de repos et de choix personnels. En vendant au bon moment ou en préparant une succession efficace, l'entrepreneur protège la valeur de son travail et s'offre la possibilité de profiter pleinement de cette nouvelle étape de vie, avec davantage de sérénité et de sécurité financière. Point clé, le timing. Le moment auquel on décide de vendre ses actifs est un élément déterminant pour la réussite financière de la retraite. Vendre avant la retraite, et non après, permet d'agir dans de meilleures conditions. Lorsqu'une personne est encore en activité, elle dispose de temps, de recul et d'une plus grande capacité à négocier. Elle n'est pas pressée par un besoin immédiat de liquidité, ce qui lui donne un avantage considérable dans les discussions et les décisions. À l'inverse, vendre après le départ à la retraite peut conduire à des ventes dans l'urgence. Le besoin de compléter les revenus ou de faire face à des dépenses imprévues peut forcer à accepter des offres moins favorables. Or, les acheteurs perçoivent rapidement cette situation et en profitent souvent pour faire baisser les prix. L'urgence est rarement compatible avec une bonne valorisation des actifs. Anticiper permet également de prendre le temps de préparer la vente. Une maison peut être rénovée ou mieux présentée. Une entreprise peut être structurée pour être plus attractive. Un portefeuille d'investissement peut être rééquilibré progressivement. Cette préparation augmente la valeur perçue et réelle des biens. Vendre avant la retraite, c'est donc se donner les moyens d'optimiser les prix et de transformer ses actifs dans les meilleures conditions possibles. Que faire de l'argent après la vente? Vendre des biens n'a de sens que si l'argent dégagé est utilisé intelligemment. L'erreur la plus courante consiste à dépenser rapidement ce capital, ce qui annule tous les bénéfices de la vente. L'objectif n'est pas de consommer le capital, mais de le convertir en une source durable de revenus. L'argent issu des ventes doit être orienté vers des actifs générateurs de revenus. Les fonds indiciels offrent une solution simple et diversifiée pour capter la croissance des marchés à long terme. Les actions à dividendes permettent de percevoir des revenus réguliers, utiles pour compléter une pension de retraite. Les obligations, quant à elles, apportent davantage de stabilité et de prévisibilité, réduisant la volatilité globale du portefeuille. En combinant ces différents supports, il est possible de construire une stratégie équilibrée, adaptée au profil de risque et aux besoins de chacun. Le but est de transformer des biens matériels, coûteux et contraignants, en flux financiers réguliers et prévisibles. Ce passage du patrimoine immobilisé au patrimoine productif constitue le cœur de la liberté financière à la retraite. Exemple concret. Un exemple permet d'illustrer clairement cette logique. Un couple, proche de la retraite, possédait de nombreux biens, une grande maison, plusieurs voitures, une résidence secondaire et une petite entreprise. Sur le papier, leur patrimoine était élevé, mais dans la réalité, ils manquaient de liquidité et vivaient sous une forte pression financière. Les dépenses d'entretien et les charges fixes absorbaient une grande partie de leurs revenus. En décidant de simplifier leur situation, ils ont vendu plusieurs de ces actifs. La grande maison a été remplacée par un logement plus petit, les voitures en trop ont été vendues, la résidence secondaire a été cédée et l'entreprise transmise. Ces ventes ont permis de libérer une somme importante de capital. Les effets ont été immédiats. Les dépenses annuelles ont fortement diminué, tandis que le capital investi a commencé à générer des revenus réguliers. Au lieu de subir des charges élevées, le couple a retrouvé une situation financière plus stable et plus prévisible. Cette transformation leur a permis de prendre leur retraite sereinement, sans stress financier, et de se concentrer sur ce qui comptait réellement pour eux. Message final.
La vraie richesse à la retraite. Le message final est simple mais puissant. La retraite n'est pas une question de possession. Accumuler des biens peut donner l'illusion de la sécurité. Mais cette sécurité est souvent fragile si elle repose sur des actifs coûteux et peu liquides. La vraie richesse à la retraite se mesure autrement. Elle se mesure en liberté de choix, en temps disponible, en expérience vécue et en qualité des relations humaines. Simplifier sa vie matérielle permet de mieux vivre cette période. Vendre le superflu, alléger ses contraintes et conserver l'essentiel ouvre la voie à une retraite plus paisible et plus épanouissante. En transformant des biens en revenus et en liberté, la retraite devient non pas une phase de renoncement, mais une étape de vie riche de sens, de sérénité et de possibilités.